Le 25 octobre 1415, dans la boue d'un champ du Pas-de-Calais, la France va connaître l'une des humiliations les plus sanglantes de son histoire. Ce matin-là, près de 6000 nobles français gisent dans la glaise, massacrés par des paysans anglais armés d'arcs. Ce massacre, c'est la bataille d'Azincourt. Tout commence quelques mois plus tôt. Le roi d'Angleterre Henri V de Lancastre débarque en août 1415 dans l'estuaire de la Seine avec 11 000 hommes. Ce jeune monarque de 28 ans nourrit une ambition démesurée, s'emparer de la couronne de France. Les souverains anglais revendiquent ce trône depuis des décennies et Henri V compte bien transformer cette prétention en réalité. Sa première cible, Harfleur, port stratégique de la Seine. Le siège dure 5 semaines. Les Anglais finissent par s'emparer de la ville en septembre, mais à quel prix? La dysenterie décime les rangs. Henri V perd 2000 hommes, soit près du cinquième de ses effectifs. Pire encore, l'hiver approche et ses soldats sont épuisés. Le roi anglais se retrouve dans une situation périlleuse. Ses troupes affaiblies sont coincées en territoire ennemi. Il n'a qu'une option, regagner Calais, dernier bastion anglais sur le continent. Mais pour y parvenir, il doit traverser 260 km de terres hostiles avec une armée diminuée de moitié. Charles VI, le roi de France surnommé « le Fou » à cause de ses crises de démence, ne gouverne plus vraiment. Le royaume sombre dans la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Ces divisions fratricides ont affaibli la France, mais face à l'invasion anglaise, l'orgueil national se réveille. Le connétable Charles d'Albret, chef des armées françaises, reçoit l'ordre de barrer la route aux Anglais. Il rassemble rapidement une armée de 25 000 hommes, soit plus du double des effectifs d'Henri V. Cette force imposante comprend la fine fleur de la noblesse française. Des comtes, des ducs, des barons, tous impatients de se couvrir de gloire en écrasant ces goddams venus d'outre-Manche. Henri V et ses hommes progressent vers le nord, harcelés par les éclaireurs français. Chaque jour qui passe aggrave leur situation. Les vivres s'amenuisent, la fatigue s'accumule. Les soldats anglais commencent à douter. Certains murmurent que cette expédition ressemble de plus en plus à un suicide. Le 24 octobre, les deux armées se retrouvent face à face près du village d'Azincourt. Les Français occupent une position dominante au nord, bloquant complètement la route vers Calais. Henri V n'a plus le choix. Il doit combattre ou capituler. La capitulation signifierait la prison, la honte et probablement la mort. Il choisit de jouer son va-tout. Cette nuit-là, dans le camp anglais, l'atmosphère est lugubre. Les soldats affûtent leurs armes en silence. Beaucoup rédigent leur testament. Ils savent qu'ils vont affronter une armée 3 fois plus nombreuse composée des meilleurs guerriers d'Europe. La mort semble inéluctable. De l'autre côté, dans le camp français, c'est la fête. Les nobles se disputent déjà l'honneur de capturer le roi anglais. Ils parlent de rançons fabuleuses, de gloire éternelle. Charles d'Albret doit même calmer les ardeurs. Tant de seigneurs veulent participer au combat qu'ils peinent à organiser les rangs. Cette confiance française n'est pas usurpée. L'armée de d'Albret aligne 8000 hommes d'armes lourdement blindées, véritables tanks médiévaux montés sur des destriers de guerre. Ces chevaliers, entraînés depuis l'enfance au combat, constituent l'élite militaire européenne. Leurs armures d'acier peuvent encaisser la plupart des coups. Leurs lances de 4 mètres transforment toute charge en rouleaux compresseurs mortels. Face à cette machine de guerre, Henri V ne dispose que de 1500 hommes d'armes et 7000 archers. Ces derniers sont des roturiers, souvent des paysans recrutés dans les campagnes anglaises. Leur seule arme, l'arc long, une pièce de bois d'if de près de 2 mètres, capable de projeter des flèches sur 250 mètres. L'aube du 25 octobre 1415 se lève sur un spectacle grandiose et terrifiant. Les deux armées se déploient face à face dans une plaine étroite, coincée entre les bois de Tramecourt et d'Azincourt. Ce goulot d'étranglement ne fait que 750 mètres de large, un détail qui va s'avérer crucial. Les pluies d'octobre ont transformé les champs récemment labourés en bourbiers. La terre détrempée colle aux pieds, entrave les mouvements. Pour les chevaliers français en armure complète, cette boue va devenir un piège mortel. Henri V déploie ses maigres forces avec une précision chirurgicale. Au centre, ses 1500 hommes d'armes forment un bloc compact. Sur les flancs, les 7000 archers se positionnent en coin, leurs arcs pointés vers l'ennemi. Chaque archer plante devant lui des pieux taillés en pointe
créant une forêt de lances destinée à briser toute charge de cavalerie. Cette formation n'a rien d'original. Les Anglais l'utilisent depuis Crécy en 1346, mais les Français, aveuglés par leur mépris pour ces vilains armés d'arcs, n'ont tiré aucune leçon des défaites précédentes. Charles d'Albret organise ses forces selon les règles chevaleresques traditionnelles. Il forme 3 batailles successives. La première ligne compte 8000 hommes d'armes à pied, menés par les maréchals Boucicaut et le duc d'Alençon. Cette masse blindée doit écraser la fine ligne anglaise par son seul poids. En seconde ligne, 3000 cavaliers attendent le signal pour exploiter la percée. En réserve, 8000 hommes supplémentaires piaffent d'impatience. Sur les flancs, 1200 arbalétriers sont censés harceler l'ennemi, mais il manque de munitions et de protection. Cette disposition révèle l'arrogance française. D'Albret veut une victoire éclatante qui glorifie la chevalerie. Il refuse d'utiliser des tactiques déshonorantes, comme le tir massif d'artillerie ou les manœuvres d'évitement. Cette bataille doit être un duel loyal entre gentilshommes. Les 2 armées se font face pendant des heures sans bouger. Henri V attend que les Français attaquent les premiers. Il connaît les faiblesses de son dispositif. Ses archers sont vulnérables au corps à corps, ses hommes d'armes largement inférieurs en nombre. Sa seule chance réside dans la patience et la discipline. D'Albret hésite. Ses espions lui ont rapporté l'état déplorable de l'armée anglaise. Soldats malades, chevaux squelettiques, vivres épuisés. Pourquoi attaquer quand l'ennemi peut s'effondrer de lui-même? Mais cette stratégie d'usure déplaît aux nobles français. Ils n'ont pas fait 200 kilomètres pour regarder pourrir des Anglais dans la boue. Vers 11 heures du matin, Henri V prend une décision audacieuse. Il ordonne à son armée d'avancer. Ce mouvement de 300 mètres amène les archers anglais à portée de tir de l'ennemi. C'est un pari énorme. Si les Français chargent maintenant, ils peuvent anéantir les Anglais avant qu'ils aient le temps de se repositionner. Cette manœuvre produit l'effet escompté. Les archers anglais, protégés par leurs pieux, commencent à décocher leurs flèches sur l'armée française. Les traits s'abattent comme une grêle d'acier sur les rangs serrés. Les chevaux se cabrent, les hommes cherchent un abri inexistant. L'honneur français ne peut supporter cet affront. Des paysans osent tirer sur des nobles. D'Albret donne l'ordre de charger. 8000 hommes d'armes se mettent en marche vers la ligne anglaise. Ce qui va suivre dépasse l'entendement. La charge française commence comme un rouleau compresseur irrésistible. 8000 guerriers en armure complète avancent au pas, leurs bannières claquant au vent. Leurs cris de guerre couvrent le sifflement des flèches anglaises. Ce spectacle aurait dû terroriser n'importe quel ennemi. Mais les archers anglais ne cèdent pas. Ils tirent volée après volée, 12 flèches par minute pour chaque archer. 84 000 traits s'abattent chaque minute sur les Français. Cette grêle métallique transforme la charge en calvaire. Les flèches ne percent pas les armures, mais elles ralentissent inexorablement l'avance française. Les chevaux des quelques cavaliers s'effondrent, criblés de flèches. Les hommes à pied trébuchent sur les cadavres, s'enlisent dans la boue. L'ordonnancement parfait de la charge se désagrège. Pire encore, la formation française se resserre. Pris sous le feu des archers postés sur les flancs, les hommes d'armes convergent vers le centre, cherchant instinctivement la protection du nombre. Cette masse compacte devient une cible parfaite pour les archers anglais. Malgré les pertes, les Français atteignent la ligne anglaise. C'est là que le piège se referme définitivement. Les premiers rangs français se heurtent aux pieux plantés par les archers. Ces pointes acérées stoppent net leur élan. Les hommes qui suivent, aveuglés par leur aume, ne voient pas l'obstacle. Ils poussent, s'entassent, piétinent leurs propres compagnons. En quelques minutes, 8000 guerriers d'élite se transforment en une masse grouillante et désorganisée. Les Français ne peuvent plus combattre efficacement. Serrés les uns contre les autres, ils ne peuvent lever leurs armes. Leurs lourdes armures, protection sur un champ de bataille ouvert, deviennent des prisons de métal dans cette mêlée confuse. Henri V saisit immédiatement l'opportunité. Il lance ses hommes d'armes sur cette masse française désorganisée. 1500 guerriers anglais, frais et disciplinés, fondent sur 8000 ennemis enlisés et épuisés. C'est David contre Goliath, mais cette fois David a tous les atouts. Les archers anglais abandonnent leurs arcs pour des marteaux de guerre, des haches, des dagues. Ils se glissent sous les armures françaises, frappent aux jointures, aux visières.
Leurs armes courtes sont parfaites pour ce combat rapproché et brutal. Les nobles français, entraînés au duel chevaleresque, ne savent pas réagir à cette violence populaire. Ils cherchent des adversaires dignes de leur rang, mais ne trouvent que des roturiers qui les frappent par derrière. Leurs codes d'honneur deviennent un handicap mortel. La boue achève le travail. Les chevaliers tombés ne peuvent se relever sous le poids de leurs armures. Ils suffoquent dans la glaise, noyés dans quelques centimètres d'eau boueuse. Certains, blessés mais vivants, sont piétinés par leurs propres compagnons qui reculent en désordre. En 1 heure, la fine fleur de la noblesse française s'effondre. Le connétable Charles d'Albret tombe, percé de coups. Le duc d'Alençon rend son dernier souffle dans la boue. Des centaines de comtes, de barons, de chevaliers bannerets jonchent le champ de bataille. Les 2e et 3e lignes françaises, témoins de ce massacre, perdent leur combativité. Comment charger sur un tapis de cadavres? Comment affronter des ennemis qui viennent de démontrer leur supériorité écrasante? La déroute commence avant même le contact. Vers midi, Henri V croit la bataille gagnée. Ses hommes commencent à faire des prisonniers. Selon les lois de la guerre médiévale, capturer des nobles garantit d'énormes rançons. Chaque archer rêve de faire fortune en s'emparant d'un comte ou d'un baron. Mais soudain, une clameur s'élève à l'arrière du dispositif anglais. Un groupe de Français a contourné le champ de bataille et attaque le camp où sont entreposés les bagages. Cette diversion, menée par Isambard d'Azincourt et quelques centaines d'hommes, ne représente aucun danger militaire réel. Henri V ne le sait pas. Il voit ses arrières menacés, ses prisonniers qui pourraient se rebeller, ses hommes dispersés par la recherche de butin. Dans sa tête, la victoire peut encore basculer. Il prend alors la décision la plus controversée de la bataille. Le roi anglais ordonne l'exécution immédiate de tous les prisonniers français. Cet ordre glace d'horreur ses propres soldats. Tuer des prisonniers viole toutes les lois de la guerre. C'est un crime qui déshonorera celui qui le commet. Mais surtout, c'est renoncer à des fortunes en rançon. Les archers refusent d'obéir. Henri V explose de colère. Il menace de pendre quiconque désobéira à ses ordres. Il désigne personnellement un écuyer et 20 archers pour massacrer les captifs. Ces hommes, terrorisés par la fureur royale, s'exécutent à contre-cœur. Le massacre commence sous les yeux horrifiés des 2 armées. Des centaines de nobles Français, désarmés et sans défense, sont égorgés comme des moutons. Certains supplient, promettent des rançons fabuleuses. D'autres affrontent la mort avec dignité. Tous périssent dans l'indifférence glacée du roi anglais. Cette boucherie dure plusieurs heures. Quand elle s'achève, le champ d'Azincourt ressemble à un abattoir. Plus de 6000 Français gisent dans la boue, nobles et roturiers mélangés dans la mort. Du côté anglais, les pertes ne dépassent pas 450 hommes, dont seulement 13 nobles. Les conséquences de cette journée dépassent le cadre militaire. Azincourt sonne le glas de la chevalerie française. En quelques heures, des lignages millénaires s'éteignent. Des châteaux perdent leurs seigneurs. Des terres se retrouvent sans héritiers. La noblesse française paye un prix effroyable à son arrogance. Pendant des siècles, elle a méprisé les innovations militaires, préférant la gloire individuelle à l'efficacité collective. Les arcs longs anglais, connus depuis 70 ans, étaient considérés comme des armes de lâches indignes de vrais guerriers. Cette mentalité aristocratique coûte cher au royaume. Les morts d'Azincourt représentent l'élite dirigeante de la France. Leur disparition laisse un vide politique et militaire que le pays mettra des décennies à combler. Charles VII, futur roi, devra reconstruire une noblesse décimée. L'impact psychologique est encore plus dévastateur. Azincourt prouve que la supériorité française n'est qu'illusion. Des paysans anglais ont humilié la fine fleur de la chevalerie européenne. Cette révélation ébranle les fondements de la société féodale. Henri V exploite immédiatement sa victoire. Il se pose en conquérant légitime de la France, désigné par Dieu pour châtier un royaume pécheur. Sa propagande présente Azincourt comme un jugement divin, une preuve de la justice de sa cause. Les cours européennes sont stupéfaites. Comment l'armée réputée invincible de France a-t-elle pu s'effondrer si rapidement? Les témoignages affluent, chacun plus incroyable que le précédent. Certains parlent de sorcellerie anglaise, d'autres de châtiment divin. L'onde de choc d'Azincourt se propage dans toute l'Europe. Les alliés de la France doutent soudain de sa puissance. L'Écosse,
traditionnellement hostile à l'Angleterre, hésite à intervenir. Les princes allemands recalculent leurs alliances. L'équilibre européen vacille. En France même, le désastre aggrave la guerre civile. Les Bourguignons accusent les Armagnacs d'avoir mené le pays au désastre. Ils négocient secrètement avec Henri V, préférant un roi anglais à leurs ennemis français. Cette trahison ouvre les portes du royaume aux envahisseurs. Charles VI sombre définitivement dans la folie. La nouvelle de la bataille provoque chez lui une crise si violente qu'il ne s'en remettra jamais. Sa femme Isabeau de Bavière prend le pouvoir et s'allie aux Anglais. Le dauphin Charles, futur Charles VII, doit fuir Paris. Henri V poursuit son offensive. Fort de sa victoire, il reconquiert la Normandie en 2 ans. Ville après ville tombe sans résistance. Les garnisons françaises, démoralisées par Azincourt, n'osent plus affronter les Goddams en bataille rangée. En 1420, le traité de Troyes consacre la victoire anglaise. Henri V épouse Catherine de France, fille de Charles VI. Il est reconnu héritier du trône français. Son fils Henri VI sera roi d'Angleterre et de France. L'union dynastique tant rêvée par les Plantagenets semble enfin réalisée. Pourtant, cette victoire contient les germes de sa propre destruction. Le massacre d'Azincourt a révolté l'opinion française. Les bourgeois des villes, les paysans des campagnes n'oublient pas l'humiliation. Une sourde colère gronde, qui explosera quelques années plus tard. Azincourt aurait dû révolutionner l'art militaire français. La supériorité de l'infanterie sur la cavalerie lourde était démontrée. L'importance de l'artillerie, des fortifications de campagne, de la discipline collective éclatait au grand jour. Mais la noblesse française refuse de tirer les leçons de sa défaite. Les survivants accusent la malchance, la trahison, les conditions météorologiques. Ils nient leur responsabilité dans le désastre. Cette cécité les condamne à répéter leurs erreurs. À Verneuil en 1424, l'armée française subit une nouvelle déroute face aux mêmes tactiques anglaises. Il faudra l'intervention de Jeanne d'Arc pour réveiller la France. Cette paysanne lorraine comprend instinctivement ce que la noblesse refuse d'admettre. La guerre a changé. L'époque des duels chevaleresques est révolue. Il faut désormais compter sur le peuple, armer les bourgeois, mobiliser les masses. Jeanne révolutionne la stratégie française. Elle privilégie l'attaque rapide sur les positions fortifiées, évite les batailles rangées où l'ennemi peut déployer ses archers. Ces victoires d'Orléans et de Patay vengent enfin Azincourt. Mais cette révolution tactique ne survit pas à la mort de la pucelle. La noblesse française reprend ses mauvaises habitudes. Il faudra attendre Charles VII et ses réformes militaires pour moderniser définitivement l'armée française. Azincourt marque une rupture dans l'histoire européenne. Cette bataille annonce la fin du Moyen Âge classique et l'émergence d'un monde nouveau. La poudre remplace l'acier, la discipline collective prime sur la valeur individuelle, l'argent compte plus que le sang noble. Les archers d'Henri V préfigurent les arquebusiers de Marignan, les artilleurs de Bouvines. Ils prouvent que la technique peut triompher de la tradition, l'intelligence de la force brute. Cette leçon inspirera des générations de tacticiens. Shakespeare immortalise la bataille dans son Henri V. Pour les Anglais, Azincourt devient le symbole de leur génie militaire, de leur capacité à vaincre contre tous les odds. Cette mythologie nourrira l'impérialisme britannique jusqu'au XXe siècle. En France, Azincourt reste une blessure béante. Cette défaite rappelle les dangers de l'arrogance et de l'aveuglement. Elle enseigne l'importance de l'adaptation, de l'humilité, de l'unité nationale face aux crises. Le champ d'Azincourt accueille aujourd'hui des milliers de visiteurs. Un musée retrace l'histoire de cette journée fatale. Des reconstitutions tentent de faire revivre l'époque. Mais rien ne peut ressusciter les 6000 morts de cette bataille. Les chroniqueurs de l'époque ont édulcoré la réalité d'Azincourt. Ils parlent d'une bataille honorable entre chevaliers, d'un duel loyal tranché par la Providence. Cette version officielle masque la vérité brutale. Azincourt fut un massacre organisé et méthodique. Henri V n'a pas seulement vaincu l'armée française, il l'a humiliée, déshonorée, anéantie moralement. Son ordre d'exécuter les prisonniers transforme une défaite militaire en tragédie humaine. Cette décision révèle la vraie nature du roi anglais, un calculateur froid prêt à tout pour conserver sa victoire. Les nobles français morts à Azincourt ne sont pas des héros romantiques. Ce sont les victimes d'un système obsolète, d'une caste incapable d'évoluer.
Leur sacrifice inutile illustre les dangers du conservatisme aveugle et de l'orgueil démesuré. Cette bataille prouve aussi que la guerre médiévale peut être d'une cruauté absolue. Derrière les beaux récits chevaleresques se cache une réalité sordide: boue, sang, souffrance, mort anonyme. Azincourt révèle le vrai visage de la violence organisée. Les archers anglais, héros malgré eux, ne sont que des instruments dans les mains de leur roi. Beaucoup répugnent à exécuter les prisonniers. Ils obéissent par peur, non par conviction. Cette obéissance aveugle préfigure les crimes de masse des siècles suivants. 600 ans après la bataille, Azincourt continue de fasciner. Cette journée concentre tous les paradoxes de l'histoire. Génie et stupidité, héroïsme et lâcheté, grandeur et bassesse s'entremêlent dans la boue du Pas-de-Calais. Azincourt révèle que l'histoire n'est pas écrite d'avance. Un roi jeune et audacieux peut bouleverser l'ordre établi. Une armée affaiblie peut terrasser un ennemi supérieur en nombre. La technique peut triompher de la tradition. Mais cette bataille enseigne aussi les limites de la victoire militaire. Henri V gagne la guerre mais perd la paix. Sa conquête ne survit pas à sa mort. La France, humiliée mais non soumise, finit par chasser l'occupant anglais. Le vrai vainqueur d'Azincourt, c'est le temps. Il efface les gloires éphémères, réconcilie les ennemis héréditaires, relativise les tragédies humaines. Aujourd'hui, Français et Anglais visitent ensemble ce champ de bataille, unis dans le souvenir partagé de l'histoire européenne. Azincourt reste un miroir de l'humanité. Cette bataille reflète nos grandeurs et nos misères, nos rêves de gloire et nos cauchemars de violence. Elle rappelle que l'histoire, si lointaine soit-elle, continue de nous parler et de nous juger. Dans la boue d'Azincourt reposent les cendres d'un monde révolu. Mais de cette terre sanglante a germé l'Europe moderne, forgée dans la souffrance et l'apprentissage mutuel. C'est peut-être là la vraie leçon de cette bataille. De la tragédie peut naître l'espoir, de la guerre peut sortir la paix.